Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par le pôle Yvelines de PMI France. Pour l'instant, nous allons patienter un petit moment afin de permettre à tous les participants de se connecter. Pendant ce temps, l'équipe technique vous envoie un message de bienvenue ainsi que des instructions à suivre pendant le webinaire. Les micros de tous les participants sont volontairement coupés afin de mieux entendre la conférencière. Les connexions semblent se stabiliser. Nous procéderons à l'ouverture du programme. Comme vous le savez, depuis le début de la crise du Covid-19, PMI France vous offre régulièrement des conférences en ligne proposées par nos branches et pôles et auxquelles tous les membres sont invités. Pour ce webinaire, il y a 831 inscrits et 336 participants pour l'instant. Le webinaire de ce soir vous est présenté par Iman et Aurélien. Avant de passer la parole à Sylvie-Jeanne Labrosse, notre conférencière de ce soir, nous souhaitons remercier chaleureusement l'équipe programme du pôle Yvelines, la région globale pour le support technique, ainsi que l'équipe nationale Marcom pour le support communication. Les questions que vous enverrez à partir du menu questions vont être répondues lors de la session questions-réponses qui suivra après la présentation. Les questions non répondues pendant le webinaire, par manque de temps, seront disponibles avec leurs réponses sur le site PMI France, menu ressources, conférence en ligne. Le replay sera également disponible. Maintenant, une brève introduction de notre conférencier. Sylvie-Jeanne est diplômée de l'Institut national de gestion, ISG, formation initiale qu'elle a complétée par des multiples certificats. SAFe 5.0 consultant SPC and Agilist, PMI ACP et PMI PMP, Scrum Product Owner and Scrum Master, Lean Six Sigma Green and Black Belt, facilitateur Lego Serious Play, puis coach professionnel. Sylvie-Jeanne est consultante indépendante qui accompagne les entreprises pour la définition et l'implémentation de projets stratégiques. Son objectif est de donner du sens et de mobiliser les équipes autour de l'action et l'excellence opérationnelle pour développer les avantages concurrentiels de l'organisation. Encore un grand merci à vous, Sylvie-Jeanne, de nous offrir ce webinaire. Nous allons commencer le programme par un sondage. La question est la suivante. Sauriez-vous expliquer le concept de stratégie Time to Market et son impact sur la gestion de portefeuille et de projets? Vous avez 4 choix de réponse et une trentaine de secondes pour y répondre.
Et visiblement, on a un problème avec la connexion de Sylvie Jeanne. On essaie de la récupérer rapidement. Bien, je ne sais pas si on m'entend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je n'ai pas eu les résultats du sondage, je les attendais pour démarrer. Voilà, donc merci d'être avec nous ce soir pour partager ce moment de réflexion sur le thème de Time to Market Stratégie et de voir donc quels impacts pour la gestion du portefeuille et des projets. Je ne sais pas si du coup le réglage du son est bon. Aurélien, feedback. Oui, oui, on t'entend très bien, Sylvie Jeanne. Je te repartage le résultat des sondages. Parfait, merci beaucoup. Donc du coup, voilà. Donc si tu peux énoncer les résultats, parce que malheureusement je n'y ai pas accès, Aurélien, si tu veux bien énoncer les résultats. Oui, donc à 6%, on est sur oui, tout à fait. Pour la question, sauriez-vous expliquer le concept de stratégie time to market et son impact sur la gestion de portefeuille et de projet? 19% pour oui, assez bien, 40% plus ou moins, enfin 35% pas vraiment. D'accord. Très bien, ben, merci à tous pour ceux qui ont pu donc répondre à ce sondage qui est tout à fait révélateur de ce que nous pensions au départ. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de time to market stratégie, mais finalement on est assez peu capable en général de répondre précisément. Ça fait partie des mots un petit peu à la mode. Et donc ce soir j'ai choisi de vous transmettre un petit peu plus d'éléments sur ces stratégies time to market. Donc un grand merci à PMI France et tout spécialement au Polyvine d'avoir rendu possible ce séminaire, donc ce webinaire qui nous permet en fait de partager ces concepts. Donc voilà, en fait la question qui se pose quand on parle de time to market strategy, ben, c'est une question d'actualité puisque finalement si nous regardons un petit peu ce qui s'est passé pendant le Covid, eh bien, on a eu effectivement donc des innovations qui ont été créées. Donc, des innovations, par exemple, nous avons eu le crochet de porte, nous avons eu les bornes désinfectantes, donc plein de choses qui arrivent. En période de crise, c'est toujours assez propice finalement pour trouver de nouvelles idées. Mais la question qu'on se pose, c'est que finalement, est-ce que ces inventions, ces innovations sont arrivées à temps sur le marché? C'est vrai que on peut se dire, ben, on en aurait eu fortement besoin au pic de l'épidémie. Une fois ce pic passé, ben voilà, que fait-on en fait de ces bonnes choses qui serviront sans doute pour d'autres pandémies malheureusement à prévoir. Mais voilà, donc une invention, il faut toujours qu'elle arrive à temps, il faut qu'elle soit produite en nombre suffisant, il faut qu'elle soit encore livrée à temps et qu'elle puisse satisfaire la demande. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Donc évidemment pour pouvoir satisfaire le marché. Donc la question de time to market est vraiment cruciale. On voit bien, d'autant plus que finalement trois situations se posent. La première situation, en fait, on n'a pas été assez rapide, on s'est fait doubler par la concurrence, donc du coup, on a raté des parts de marché, on n'a pas pu finalement assurer cette valeur business qu'on aurait dû avoir si on avait été les premiers sur le marché. Deuxième cas de figure, donc on a eu l'idée, sauf qu'on n'a pas pu livrer à temps. Donc du coup, on ne s'est pas fait doubler par la concurrence, mais on n'a pas été capable de délivrer sur le marché. Donc, on a un problème de temps critique qui a joué contre nous. Et donc, ben voilà, l'innovation, elle arrive trop tard. Et du coup, on a un manque à gagner qui, malheureusement, ne pourra pas se récupérer, puisque, du coup, évidemment, le besoin a diminué vu la période. Troisième possibilité, troisième situation, c'est que finalement, on avait l'idée, mais on n'a pas su exploiter l'opportunité. Et voilà, on n'a pas voulu prendre le risque, on n'a pas voulu le gérer. Donc, du coup, on se dit, mince, on a perdu de l'argent, on aurait dû, et on regrette en fait finalement de ne pas avoir implémenté ces stratégies time to market.
Donc la question du coût, du délai, il est vraiment important. Il va poser donc deux piliers, donc on va le voir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, d'une part, cette création d'idées, cette génération d'idées qu'on peut avoir, qui va faire que on va sans doute sélectionner voilà, une bonne idée. Cette bonne idée, on va vouloir bien sûr la délivrer sur le marché et puis rendre notre client satisfait. Voilà. Et donc, du coup, on va mettre en place une chaîne de valeur depuis finalement cette conception donc, pour transformer l'idée donc, en produit. On va bien sûr mettre en place les étapes de développement. On va tester en fait ce qu'on a produit. On va produire et puis on va finalement livrer pour pouvoir satisfaire notre client. Donc, si on regarde bien, ça fait pas mal d'étapes, ça fait pas mal de choses entre finalement l'idée et puis la satisfaction, la transformation de cette idée sur le marché. Et donc, c'est on va devoir générer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on est notamment un peu précurseur sur le marché, on va bénéficier aussi du feedback des clients qui vont recevoir finalement cette innovation d'une façon plus ou moins voilà, satisfait ou bien avec des commentaires du feedback qui va être intéressant pour nous, en fait, faire grandir notre idée et l'adapter, l'ajuster, l'améliorer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le feedback loop. Donc, notre stratégie Time to Market, en fait, elle se décompose en deux problématiques. D'abord, il faut être premier sur le marché, donc speed to market, se faire doubler par la concurrence. Et puis, il faut livrer just in time, c'est-à-dire à temps pour satisfaire en fait le besoin. Donc, répondre aux exigences du marché dans des temps très courts. Donc, évidemment, on se dit, avec le grand mot aussi à la mode, agile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'agile peut servir finalement pour pouvoir être premier sur le marché, speed to market, et just in time, bien sûr, pouvoir produire à temps. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et ce que je vous propose, c'est d'étudier donc ces impacts. Donc, du coup, déjà l'impact sur la gestion du portefeuille de projet, la vision et du coup les idées qu'on va pouvoir développer et implémenter. Donc, d'une part, le portefeuille agile, et d'autre part, donc le just in time, c'est-à-dire l'agilité au niveau des opérations et au niveau de la conduite même des projets. Donc, ce sont ces deux piliers que j'ai choisi de développer ce soir pour illustrer en fait la stratégie Time to Market. Alors, si on refait un petit peu voilà, le séquencement de la chose, ce Time to Market démarre évidemment d'une vision. C'est clair qu'on ne va pas innover en fait dans quelque chose qui est fondamentalement différent de nos métiers. Une organisation va avoir en général une vision, une mission, ce qu'on appelle aussi souvent le mission statement, qui va canaliser, qui va conditionner les options futures que cette entreprise va prendre pour pouvoir développer des produits innovants. Donc, ce qu'elle va développer, c'est bien sûr une roadmap, donc une feuille de route autour de thèmes stratégiques. Et puis, elle va essayer d'implémenter cette vision grâce à une culture agile pour pouvoir mieux répondre et mieux utiliser finalement les opportunités du marché qui se présentent à elle. Donc, nous allons créer de la valeur. Donc, créer de la valeur autour de ces thèmes stratégiques, en alignement aux thèmes stratégiques. Et là, c'est notre gestion de portefeuille. Donc, la gestion du portefeuille qui va s'appuyer sur un business model qui va effectivement permettre de regarder la faisabilité des projets, la rentabilité des projets, mais surtout, en fait, la priorisation des projets. Et ça, c'est assez nouveau, en fait. On a l'habitude d'avoir de l'agilité au sein des équipes opérationnelles, avec Scrum, avec Kanban, donc on a l'habitude de voir ce genre de dispositifs agiles mis en place sur le plan opérationnel. On l'a un petit peu moins, en fait, sur les couches portefeuille. Donc, ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, enfin, qui se met en place avec des cadres, notamment d'agilité à l'échelle, notamment donc, le cadre CEF et très prochainement, donc, avec la sortie
de discipline agile et puis flex avec PMI, ou encore Spotify, par exemple, sur justement les initiatives d'agilité à l'échelle. Donc, c'est toute cette organisation qui se met en place pour finalement agiliser l'ensemble de l'entreprise, agiliser en fait toute la chaîne de valeur. Donc, finalement, comment se définit notre stratégie time to market? Véritablement, elle va porter en fait cette création de valeur jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation, jusqu'au terrain, jusqu'au client, avec une roue intégrée. Donc, du coup, on le verra tout à l'heure, évidemment, toutes les opérations se font de façon continue. Donc, on va évidemment concevoir de façon continue, on va développer de façon continue, on va explorer, adapter en fait à nouveau de façon continue. Donc, c'est quelque chose qui est non pas séquencé, mais quelque chose qui va évidemment constituer vraiment l'ADN finalement de notre organisation orientée time to market. Et deuxième chose, enfin, même pas la première chose très importante, c'est le centrage sur le client. Donc, centrage sur le client, customer focus, customer centric, pour pouvoir mieux servir et mieux comprendre en fait l'intérêt du client. Donc là aussi, on utilisera des outils agiles tels que le design thinking, par exemple, sur la conception des produits innovants. Et puis, donc, en ce qui concerne les opérations, ben là, une chaîne de valeur agile, donc une organisation en chaîne de valeur, à la fois chaîne de valeur business et chaîne de valeur opérationnelle et de support, qui vont permettre de supporter de façon agile en fait ces opérations. Du continuous delivery et bien sûr du management agile, donc grosse transformation en cours dans les entreprises, de switcher en fait de culture et effectivement adapter et adopter un management agile qui va évidemment s'appuyer sur des équipes autonomes et auto-organisées. Voilà, donc du coup, cette stratégie time to market, évidemment, à la clé, pour nous, c'est une transformation agile du portefeuille et des projets, et j'ai envie de dire de toute l'organisation. Alors, on va partir, du coup, je vais développer chacun de ces piliers. On va partir de la vision. Donc, comme je dis tout à l'heure, on va avoir besoin de se référer au mission statement. Le mission statement, c'est finalement le pourquoi, en fait, l'entreprise existe, le autour de quoi, finalement, l'entreprise porte sa vocation. Donc, ce qui est très inspirant, c'est de partir du pourquoi. Donc, il y a un très bon narrateur qui est Simon Sinek. Vous avez sans doute vu ses vidéos sur YouTube et son livre Start with Why, qui développe notamment la stratégie de Steve Jobs donc, chez Apple et de dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui a compris en fait le pourquoi et s'est intéressé davantage au pourquoi on est là et pourquoi donc on a des choses à faire plutôt qu'au comment on va les faire. Donc, quand on raisonne en fait avec le pourquoi, eh bien, on sera sans doute plus pertinent pour mieux servir le marché. Alors, j'ai pris quelques exemples en fait d'entreprises agiles, donc qui voilà, souhaitent inscrire leur mission statement et le rendre public. Donc, nous avons celui de LinkedIn, donc, qui souhaite finalement connecter tous les professionnels de la Terre pour pouvoir créer des opportunités économiques. Donc, on voit cette vision. Sur Facebook, donc, par exemple, se connecter avec tous nos amis, quel que soit finalement l'endroit où on est situé grâce à Facebook. Et puis, chez Tesla, par exemple, la mission, c'est d'accélérer en fait la transition pour une énergie plus durable. Donc, une vision également tout à fait globale et futuriste. Donc, à partir de là, à partir de ce mission statement, eh bien, on développe finalement une roadmap. Donc, la roadmap, comment se fait-elle? Elle va se faire par horizon. Alors, ça a été évidemment développé par Bagay, Coley et White et repris dans de nombreux cadres. Donc, ceux qui ont déjà étudié en fait le cadre agile à l'échelle de SAFe, vous retrouverez en fait dans ma présentation pas mal de points communs, mais ce sont effectivement des outils qui ont été empruntés à des gens qui ont réfléchi en fait à la stratégie.
Donc, premier horizon, c'est le court terme. Donc, comment on se situe en fait dans le court terme? Quelle est la stratégie court-termiste? C'est de nourrir notre business actuel, de mieux servir en fait nos intérêts au quotidien, mieux servir nos clients. Mais déjà dans les tuyaux, nous préparons demain. Donc, l'horizon 2, c'est déjà du business émergent. Donc, c'est déjà des choses qui sont dans les cartons, dans les tuyaux, qu'on va déjà développer, donc sur lesquels on investit, bien sûr, de façon assez forte. Mais on n'oublie pas l'horizon 3. Donc, l'horizon 3, c'est du plus long terme. C'est par exemple une vision à 10 ans où on va créer des options viables du futur. Donc, avoir finalement tout ce qui est innovant, on va en faire de la recherche et développement pour pouvoir justement être prêt et avoir ces stratégies time to market. Donc, j'affiche ici, par exemple, ce qui nous donne un peu une rétrospective aussi des choses, la roadmap de Facebook telle que l'a présentée Mark Zuckerberg en 2016. Donc, Facebook, en 2016, avait Facebook, hein, donc très innovant, et consolidé en fait son business sur Facebook. Mais dans les tuyaux, avait déjà en fait des options d'achat de WhatsApp, d'élaboration d'Instagram, de développement de Messenger, donc pour pouvoir intégrer en fait ces nouveaux actifs en fait sur les réseaux sociaux et donc du coup pouvoir s'emparer de nouvelles technologies pour avoir plus de liens en fait entre les groupes, plus de possibilités de recherche, de la vidéo, donc des choses qui étaient très intéressantes avec ces produits-là. Et dès 2016, Facebook travaille déjà sur des thèmes stratégiques pour l'horizon 3. Et sur quoi travaillait déjà Facebook en 2016 et continue de travailler sans doute? Eh bien, c'est tout ce qui est connectivité. Donc, évidemment, la connectivité est quelque chose de clé en fait pour ces applications de social media. Donc, d'avoir, par exemple, des technologies avec les satellites, s'intéresse sans doute aux drones connectés. J'ai remis le mission statement en fait en haut de l'image. Connecté, donc connect with friends on the world around you on Facebook. Eh bien, on voit bien que voilà, ça c'est clé et quel que soit pourquoi pas se faire apporter un cadeau d'anniversaire avec un drone. Voilà. Donc, ça, ce sont des innovations futures. L'intelligence artificielle, donc AI, d'accord, donc un langage naturel, donc la possibilité en fait d'intégrer justement tous les apports de l'intelligence artificielle dans ces médias. Et puis tout ce qui est virtual reality et réalité augmentée également, qui souvent sont disponibles aujourd'hui sur des jeux vidéo. Ben, pourquoi pas l'avoir intégré évidemment dans ces médias de réseaux sociaux. Donc, vous voyez que 2016, on était déjà très visionnaire chez Facebook et on avait déjà calibré donc pas mal de choses pour pouvoir être time to market. Hein, au moment où on a des choses, eh bien, on est capable de les sortir. Les stratégies time to market, elles vont être portées par une culture, donc une culture agile, donc du coup des valeurs notamment si on les prend chez Tesla, valeurs collaboratives, valeurs sur l'innovation. Et si on regarde bien chez Tesla, ce qui revient en premier, c'est move fast. D'accord? Donc là, on est vraiment sur la vitesse, hein, on est vraiment sur time to market. On veut vraiment aller vite, faire l'impossible, constamment innover, constantly innovate, raisonner donc toujours en recherchant les causes, penser comme des business owners, hein, donc du coup avoir le sens business et bien sûr être collaboratif parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc du coup, tous les collaborateurs sont embarqués donc dans cette stratégie et dans ces valeurs en fait qui sont portées par l'entreprise. Donc là, c'est vraiment très illustratif et évidemment, Tesla, une grande figure, un grand exemple des stratégies time to market et bien sûr de l'agilité. Si on prend Amazon, ben, voilà, pareil, time to market, centré sur le client, customer centric. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve en fait dans les valeurs d'Amazon? Eh bien, première chose, first is customer obsession. On est obsédé par le client, on veut raisonner, on veut penser comme le client pour pouvoir mieux le servir.
on invente, on simplifie. On a aussi cette notion de propriété à toute l'équipe. On promeut évidemment des standards élevés de qualité. Des chaînes de valeur donc frugales, c'est-à-dire évidemment on va faire la chasse au gaspillage, hein, on est quand même sur des chaînes de valeur lean, et puis on se base, on gagne en fait la confiance du client et on délivre des résultats. Donc on voit bien en fait vraiment en toile de fond pour pouvoir servir en fait ces stratégies time to market. C'est véritablement l'ADN en fait de certaines entreprises qui sont évidemment, qui se détachent sur le marché, qui vont très très bien fonctionner. Donc quand on formule des choix, donc, on va du coup maintenant réfléchir par rapport à la proposition de valeur pour enrichir en fait notre portefeuille de projets. Donc pour enrichir le portefeuille de projets, on va, alors dans l'agilité à l'échelle, on va parler d'épique, donc épique égale projet. Et puis, on va rédiger finalement ce qui fait du sens de façon très très simple, mais ce qui finalement s'énonce facilement, se conçoit facilement. Eh bien, on va utiliser le template de proposition de valeur de Geoffrey Moore, donc, qui est aussi repris par SAFe, pour décrire en fait les épiques pour le portefeuille de projet. Donc, en général, donc, ce template est bien utile. On va déjà tout de suite identifier pour qui on veut travailler, donc quel client, donc à quoi on destine, à qui on destine notre produit. On va les situer, donc qui peut-être ne sont pas satisfaits de telle ou telle alternative sur le marché. On va positionner notre produit, donc notre produit donc s'inscrit dans telle catégorie. Et qu'est-ce qu'il permet? Donc finalement, notre produit se distingue, donc il y a un avantage concurrentiel, donc une vraie raison convaincante en fait de l'acheter. Au lieu de comparatif par rapport à ce qui existe, ou les alternatives à notre produit, eh bien nous avons assemblé, donc, et là on va énoncer évidemment nos avantages, les fonctionnalités qui font que notre produit est différent du reste du marché. Voilà, donc ça c'est cette proposition de valeur qui permet de mieux décrire, finalement de concrétiser. Donc vous voyez, on reste à la fois donc, très terrain, donc on a une grande vision, on a vraiment cette mission et ces valeurs qui sont embarquées et on les transforme de façon concrète et opérationnelle, donc de bout en bout de la chaîne. Alors, du coup, alors, bon, ce soir, on n'est pas très collaboratif en termes d'échanges interactifs, mais on va essayer quand même de simuler un petit peu ce qu'on peut faire quand on dispense voilà, des conférences en live. Je vous ai préparé une petite étude de cas fiction. Donc, on va imaginer que notre entreprise est un fabricant de stylos, donc conçoit, fabrique, distribue des stylos donc, sur le plan international, donc global. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire que malheureusement, le marché de l'écriture est plutôt en baisse, hein, étant donné que tout est digitalisé, bien forcément, on a peut-être beaucoup moins besoin de stylos qu'avant. Donc, l'entreprise souhaite réagir. Et donc, elle a l'idée, par exemple, de développer un stylo original qui proposerait donc un peu à l'instar d'un stylo 4 couleurs, mais là, du coup, on aurait un jeu de pointes différents, c'est-à-dire ça pourrait servir à la fois de stylo bille, de stylo plume, de roller, de feutre sur un seul stylo, donc avec pas de changement manuel à faire, mais que ce soit finalement assez simple de changer de stylo tout en ayant le même stylo. Donc du coup, je l'ai appelé le stylo stylé. Voilà, donc on va parler du stylo stylé et on va essayer donc du coup de réfléchir à ce que pourrait être cette proposition de valeur. Donc le stylo stylé, eh bien, il est destiné à qui? Donc à nos clients internationaux de ce monde global. Qu'est-ce qu'ils font, ces clients? Ben, ils ne veulent pas s'encombrer aujourd'hui de plusieurs stylos, étant donné qu'ils ont un faible usage de tout ce qui est écriture. Donc, notre produit est un stylo qui permet le multi-usage et le multi-écriture. Ça, c'est intéressant parce que peut-être que les besoins pour écrire du mandarin ou pour écrire finalement des lettres
des signes en arabe ou en écriture occidentale, on n'a peut-être pas forcément les mêmes besoins. Donc, au lieu de multiples stylos qui ne correspondent pas à tous les usages, eh bien, nous avons assemblé un stylo tout en un, répondant à différents besoins et différentes cultures. Donc, voilà comment on pourrait le définir et voilà ce qui permettrait d'avoir déjà une première vision de ce produit futur sur lequel on va élaborer la faisabilité technique, la conception et puis surtout donc, comment on va le produire et finalement le proposer rapidement sur le marché pour pouvoir capturer des parts de marché. Donc du coup, une fois qu'on a une idée précise en fait de ce projet de produit, eh bien on va développer un business model. Et là aussi, on trouve sur des outils très intéressants en stratégie, comme le template d'Alexander Osterwalder, qui nous permet, avec donc, ce business model Canvas, de définir notre proposition de valeur et du coup de pouvoir estimer quels sont les partenaires clés, les activités principales, les ressources clés, quelle va être la relation client, les canaux de distribution, la segmentation client et ultimement donc la structure de coûts et puis les flux de revenus qui vont être générés par ce produit. Donc du coup là ça se précise, on va dire, là on commence à voir un petit peu mieux ce business model et sans doute avoir le go en fait pour pouvoir partir sur la conception d'un prototype et tout ce qui s'enchaîne derrière. Donc c'est là que je peux en venir puisque c'est là que commence mon histoire finalement d'agilité du portefeuille. J'ai développé un certain nombre d'options. Peut-être que dans les tuyaux, je n'ai pas que ce stylo multi-usage. J'ai peut-être un stylo digital, j'ai peut-être d'autres choses. Eh bien, je vais continuer jusqu'à un certain point à cultiver ces options stratégiques. Et bien sûr, donc à un certain point, va se détacher donc la meilleure option. Je développe toujours les options backup, donc d'autres options, pour pouvoir éventuellement me retourner très rapidement, et là c'est pour ça que c'est agile, me retourner très, très rapidement en fonction évidemment de la réception du marché. Évidemment, pour chacune des options, on utilisera des outils tels que la matrice SWOT, que vous connaissez sans doute, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Et puis, une fois que ce projet est qualifié, on va dire, eh bien, on va le passer dans un backlog. Donc, le backlog, une pile de projets finalement qui va faire l'objet d'une hiérarchisation, d'une priorisation, et pour laquelle, donc, étape 4, on va définir pour un groupe de projets priorisés des budgets de ligne. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant sur la transformation agile. C'est comment est-ce qu'on va agiliser, en fait, finalement, les ressources budgétaires pour prioriser, finalement, tel ou tel projet en fonction de ses besoins, en fonction de son évolution. Donc, ce qu'on se propose de faire, c'est finalement avoir des rails budgétaires, finalement, pour voilà, 4-5, admettons 4-5 épiques ou 4-5 projets. Et puis, en fonction, évidemment, des besoins, eh bien, il y aura des attributions un peu fluctuantes, finalement, entre les projets. Alors, ça, c'est pas gagné parce que c'est vrai que quand on regarde nos modes de gouvernance, notamment sur les directions financières ou la façon, en fait, dont on comptabilise et on fait tout ce qui est prévisionnel. Évidemment, on a l'habitude de travailler en exercice fiscal et puis de se référer au budget de l'année dernière, de surtout pas, en fait, si on a trop de budget pour un projet, le dire, parce que sinon, l'année prochaine, on en aura moins, ce genre de considération. Donc ça, c'est pas très évident. Donc, du coup, on aura véritablement une transformation sur les modes de gestion financière, notamment pour financer nos projets. Donc, une fois que le projet, on a de la CAPEX, donc on a de la CAPEX pour financer nos projets, eh bien, on va les explorer davantage, analyser, donc gérer ce backlog et puis passer en conception, implémentation et terminer. Donc là, on fait un Kanban, en fait, finalement, de notre portefeuille de projets. Donc, méthode Kanban, on suit l'avancement des différents projets. Et le terminé, c'est le retour du marché, donc qui nous permet de savoir si
ben, on a eu un bon accueil et puis comment on fait évoluer en fait ce produit. Donc du coup, bien sûr, on va s'améliorer à tous les niveaux, donc sur toute la chaîne de valeur. On connaît évidemment le PDCA, donc la roue de Deming, hein, Shewhart Deming, on va dire, puisque c'est Shewhart qui est à l'initiative de cette roue de l'amélioration continue, par laquelle on planifie, puis on fait, donc on réalise, puis on check, on vérifie qu'on est correct, et on acte, c'est-à-dire on agit donc pour standardiser, déployer, améliorer. Alors aujourd'hui, on a besoin non seulement de ça, mais finalement, on a besoin de faire tout ça en continu. Donc, exploration continue, livraison continue à la demande, release of demand, et puis une adaptation continue par rapport à notre feedback client ou toute adaptation nécessaire. Et cette roue, eh bien, évidemment, et comme on l'a vu notamment avec ce que développe Amazon, c'est une roue qui est centrée sur le client, autour du client. Donc, ce que je vous propose d'envisager, c'est une roue intégrée en fait du time to market, disposant finalement d'un certain contexte, un business contexte, un environnement global, par exemple, hein, ou pas, ça peut être différent. Eh bien, on va effectivement explorer de façon continue, on va délivrer de façon continue, on va adapter de façon continue. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça veut dire que évidemment, l'exploration conduit à la conception pour délivrer. On délivre en testant, donc test d'ailleurs le plus souvent automatisé, et on le verra un petit peu plus tard. Et l'adaptation également en continu pour pouvoir faire évoluer le produit, donc du coup explorer. Et tout ça se fait, j'ai envie de dire, en même temps. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de phasage particulier. C'est tout simplement ces piliers en fait d'exploration, delivery et adaptation qui vont être, qui vont former un tout. Hein, donc du coup, le PDCA peut être un peu revisité, qui reste évidemment valable pour tout, mais revisité sur un concept davantage intégré d'un continuous delivery, un continuous exploration et une adaptation continue. Alors, évidemment, pour être customer focus, hein, puisque vous avez vu que sur la roue intégrée que je propose, j'ai mis le client bien sûr au centre, eh bien, pour passer en fait cette stratégie sur le client, on se propose d'utiliser, ça c'est aussi un outil qui est utilisé dans le design thinking, une empathy map. L'empathy map, ça c'est un sujet de brainstorming vraiment très intéressant, puisqu'en fait, il nous permet de mieux comprendre, de mieux connaître notre client. Alors, si je reprends notre étude de cas sur finalement le stylo-stylet, on va s'intéresser à un utilisateur qui serait Jérémy l'étudiant. Alors, Jérémy l'étudiant, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de disposer d'un stylo pratique, léger, solide, pour aller en cours, par exemple, à l'université. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a du mal à se relire, il fait des ratures, et ce serait quand même vraiment bien qu'il puisse avoir un outil un peu plus performant pour que ses notes soient plus propres. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, Jérémy, ça lui plaît ou ça lui plaît pas? Si ça lui plaît, il va dire « Oh, c'est trop bien ». Si ça lui plaît pas, il dira « Ça, c'est pas cool ». Donc, voilà, on va vraiment essayer de baigner dans son langage pour vraiment se transposer. Et puis, que fait-il? Donc, finalement, eh bien, il prend des notes, peut-être qu'il dessine, donc il a une utilisation variée, en fait, de l'écriture et du dessin. Qu'est-ce qu'il entend? Ben, il entend dans son environnement peut-être des camarades qui lui disent ben, finalement, tu n'as pas besoin d'un stylo, tu n'as qu'à prendre tes notes sur ton téléphone. Donc ça peut être aussi, je dirais, un point un peu dissuasif finalement d'utiliser un stylo. Donc, du coup, on peut résumer ben, ses douleurs, hein, finalement, ses difficultés. Aujourd'hui, il ne veut pas être chargé. D'ailleurs, il ne prend pas de sac en fait, pour aller à l'université. Voilà, il a un peu les mains dans les poches. Et puis, ben, du coup, un stylo multi-usage, pratique, durable, innovant, stylé, parce que ça compte. Hein, il faut qu'il y ait un bon design, il faut que ça plaise. Et qu'il puisse, par exemple, tenir dans la poche. Ben, ça, ce serait vraiment génial pour lui. Il ne faut pas qu'il soit trop cher, parce que, évidemment, il a un petit budget d'étudiant.
Donc, en se transposant en fait sur des segments en fait de clients, avec cette agilité, on appelle ça aussi des personas, hein, donc en agile, on va pouvoir finalement produire la solution adéquate, donc qui va plaire et qui va satisfaire en fait notre cible de clientèle. Donc, c'est ce qu'on fait avec le design thinking. Donc, on part toujours du pourquoi est-ce qu'on veut développer ce produit, le pourquoi, c'est-à-dire quels bénéfices on va en retirer, le par quoi ça passe. Donc, le par quoi, c'est des idées out of the box, hein, des choses un peu décalées qui vont vraiment être innovantes. Et puis, le sur quoi, ça reste une limite de périmètre. Donc, on a décidé de faire un stylo, ce ne sera pas un device électronique, ou voilà, ça restera, par exemple, un produit stable. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important en Agile. On a l'impression qu'en Agile, on peut changer d'idée tous les 4 matins. On est quand même sur une vision. On est sur une vision solide et stable, en fait, de ce qu'on veut construire. Et puis, donc, on va faire du prototype. Hein, donc, on va faire un prototype, on va tester et on aura du feedback loop, hein, donc, du feedback du marché pour s'améliorer. Donc, ça, c'est le design thinking et c'est tout à fait approprié pour les startups comme les structures plus anciennes et plus stables qui vont vouloir se comporter comme des gazelles, comme si finalement elles étaient nouvelles sur le marché. C'est aussi les conceptions de Lean Startup. On retrouve exactement la même philosophie. Donc, du coup, une fois qu'on a décidé du produit, on a conçu, donc, et comme vous l'avez compris, cette conception, elle sera continue, hein, puisqu'on va continuer d'explorer de façon continue. Mais on met tout de suite en place, bien sûr, la chaîne opérationnelle pour pouvoir délivrer. Donc, du coup, si on reprend donc, le concept de chaîne de valeur de Michael Porter, eh bien, on a un client en demande et puis il faut tout faire pour le satisfaire dans des délais très courts. Donc, pour le satisfaire, il faut, et pour qu'on ait une chaîne de valeur opérationnelle business, eh bien, ce qu'on décide de faire, c'est d'être plus agile aussi en interne, c'est-à-dire sur les services de support, d'avoir des organisations plus transverses et non pas hiérarchiques, silotées, pour pouvoir finalement mieux délivrer nos clients internes et donc du coup avoir une chaîne de valeur qui soit une chaîne de valeur support qui va aider en fait la chaîne de valeur principale. C'est aussi donc ce concept de livraison continue. Alors en informatique, on a l'habitude maintenant de DevOps, donc la culture DevOps, hein, et non pas le DevOps qui passe dans le couloir, donc ça me fait toujours rigoler. Le DevOps, c'est une culture et une association d'équipes, donc entre les équipes de développement et les équipes opérationnelles. Donc c'est une alliance, un esprit d'équipe sur toute la chaîne de valeur, donc depuis la conception jusqu'à la livraison. Culture agile, flux continu d'opération, donc on le voit ici sur le schéma, hein, donc on commence par planifier, on code, on crée, on teste, on release, on déploie, on opère, on monitore, donc, et on recommence. Donc du coup, un flux continu d'opération avec le plus possible d'automatisation. Hein, évidemment, à l'ère du digital, quand même, on peut avoir des process automatisés qui nous permettent d'enchaîner, donc d'avoir des workflows en fait qui soient lissés. Donc, du coup, on contrôle, on teste la qualité, on mesure, donc culture de la mesure de performance, mesure du temps, du takt time, hein, donc entre le moment où on démarre en fait une production et le moment où elle atterrit chez le client, eh bien, on veut voir évidemment combien de temps ça prend. Donc, tout ça, ce sont des concepts aussi lean et puis donc une traduction opérationnelle DevOps en informatique, mais qu'on pourrait tout à fait finalement transposer. L'agilité n'est pas réservée au business en fait, de l'IT, mais qu'on peut tout à fait imaginer sur d'autres chaînes de valeur avec finalement l'alliance de personnes qui développent, qui créent, et puis les opérationnels, la supply chain qui va bien derrière. Donc évidemment, tout cela est possible que si on a une culture agile. Et donc le gros enjeu de la transformation agile, c'est la culture et surtout finalement les modalités du management agile. Donc la maison, en fait, et ça c'est un concept aussi issu du Lean Management, la maison du Lean,
en fait, s'établit, et la maison agile s'établit déjà sur des fondamentaux avec des règles et des standards. Quand on fait du Scrum, eh bien, on a l'habitude de tenir des cérémonies, des rituels, comme par exemple le Spring Planning Meeting, le Daily Meeting, la Review, la rétrospective. Et tout ça, c'est un cadre d'organisation qui n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et souvent on me dit ah mais alors c'est pas très agile, si finalement on peut pas faire de compromis sur le cadre, c'est pas très agile. Ben si, c'est justement parce qu'on a des repères, parce qu'on a une organisation qui est organisée, enfin une organisation organisée, mais en même temps voilà une certaine discipline. D'ailleurs, on est content de voir que PMI sort discipline agile, parce que l'agile c'est pas l'anarchie. Hein, donc du coup on a un certain cadre d'organisation qui justement va permettre, compte tenu des repères, l'expression, qui va permettre l'épanouissement, qui va permettre la recherche et développement, etc. Donc, c'est fondamentaux avec le socle. Hein, ça passe aussi par une charte de valeur d'équipe ou voilà, des choses qui sont partagées entre les différents collaborateurs. Elle est portée aussi donc, et surtout par cette vision. Hein, donc, la vision, vision statement et puis le sens, en fait, hein, pourquoi on travaille. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque souvent quand on accompagne les équipes de projet et qu'on va demander, ben, finalement, expliquez-moi en fait ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous faites ça? Ben, parce qu'on m'a demandé de le faire, voilà la réponse. Et puis, ben, à quoi ça va servir derrière? Ah ben ça, c'est plus mon problème. Vous voyez, donc ce genre de réaction, c'est vraiment extrêmement négatif en fait pour être agile, puisque du coup, on perd en pertinence. Donc, avoir effectivement un management qui donne du sens, qui apporte cette vision et qui se comporte donc au niveau des piliers en servant leader. Donc, du coup, les managers se mettent au service de leur équipe pour qu'elle délivre. Donc, du coup, ils n'ont pas un management autoritaire et très, très hiérarchique, on va dire, dans le contrôle, mais plutôt un management qui soutient, un management qui aide finalement son équipe à réaliser. On va créer aussi de l'engagement. Donc, du coup, en appliquant tout simplement la théorie de McGregor, hein, théorie X, théorie Y, on part du postulat que les gens ont besoin d'être responsables et que du coup, on va leur laisser de l'autonomie. Donc, on va les laisser s'auto-organiser pour qu'elles puissent trouver des bonnes idées. Et puis, finalement, on sait que c'est ceux qui font qui savent, hein, donc ils savent mieux que leur chef, quoi, finalement. Et ils vont s'engager si on leur laisse un peu les clés de pouvoir finalement produire, tout en ayant ce cadre hein, d'organisation, c'est-à-dire du coup du compte rendu sur les résultats lors des reviews et lors des rétrospectives. Et puis on développe, donc on va développer l'équipe avec cette culture en fait d'apprentissage permanent, d'amélioration continue, de feedback loop qui va nous permettre d'évoluer. Je vous rappelle que le 5e étage de la pyramide de Maslow, c'est quand même l'épanouissement. Et l'épanouissement, ben, ça vient que si on donne un peu de matière, hein, donc du coup, matière à s'épanouir et à apprendre, eh bien, c'est notamment à travers des communautés de pratique, des communautés d'experts qui vont se mettre en place de façon transverse et puis des ressources pour sans cesse repousser les limites et finalement développer l'équipe. Voilà, donc j'en viens un peu à la conclusion. Donc, ces stratégies time to market qui sont, on l'a vu, donc, et on le voit surtout en période de crise, hein, finalement, c'est tout le temps évidemment qu'on a besoin du time to market, mais en période de crise encore plus, hein, d'être réactif. Eh bien, si on veut pouvoir être le premier sur le marché, il faut agiliser donc, le portefeuille et la gouvernance. Et si on veut pouvoir servir le marché just in time, eh bien, il faut agiliser les opérations et les projets, la supply chain, qui va nous permettre en fait de livrer le juste ce qu'il faut et le juste à temps en fait sur le marché. Voilà, je crois que j'en ai fini pour cette présentation et je vais rester bien sûr tout après à votre disposition. Alors, je voulais faire un sondage du coup parce que c'est vrai qu'on avait 40% de plus ou moins, je sais expliquer, stratégie time to market, 35% pas vraiment.
Donc, on avait quand même 75% et j'aimerais savoir si, à la lumière de ce que je viens de dire, si on a pu progresser un tant soit peu, si c'est un tout petit peu plus clair pour vous, comment finalement ces stratégies time to market impactent finalement le portefeuille et les projets et plus largement les opérations et la gouvernance en fait de l'entreprise. Donc, c'est parti pour le lancement du sondage. Donc là, ce n'est plus moi qui maîtrise. Je donne la main à Aurélien pour lancer le sondage. Oui, donc on a le résultat qui s'affiche désormais. Donc 24% ont répondu oui, tout à fait. 55% oui, assez bien. Et donc 21% sur les deux dernières options. Et pas vraiment à 2% seulement. D'accord. Bien, écoutez, là, je suis très, très contente en fait d'avoir apporté un peu plus d'éclaircissement en fait sur ce concept de time to market. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a été productif et je reste à votre disposition. Donc, au sein du cabinet SJ Consulting donc, que je représente et donc qui va servir en fait l'accompagnement de vos projets. Donc, transformation agile, conduite du changement, de la formation, du coaching d'équipe et du coaching stratégique et puis de la facilitation avec pour faire émerger des bonnes idées, de la création de valeur dont on a tant besoin. Voilà, donc je reste à votre disposition. Vous souhaite donc la réussite de vos projets. Je vous remercie de votre attention. Et donc, je pense que nous passons à la séquence questions, donc les questions que vous avez posées. Donc, du coup, je laisse la main sur les questions à l'équipe pour me basculer en fait les questions. Merci Sylvie-Jeanne. Donc on a effectivement déjà plusieurs questions posées par nos participants. Vous pouvez toujours, il est encore temps, adresser votre question donc, dans la section questions de votre tableau de bord. Donc première question, quelle serait la différence entre l'approche stratégique, donc classique, diagnostic, stratégie, le SWOT dont on a parlé, et l'approche stratégique time to market? Oui, ben, il y a pas mal d'aspects en fait. Une des premières différences, c'est déjà d'avoir plusieurs options, de préserver les options. Donc, on ne va pas faire le diagnostic pour aboutir à une seule solution. On va vraiment avoir plusieurs possibilités qu'on va finalement développer jusqu'à un certain stade pour acquérir un peu plus un niveau de certitude plus important. Quand l'incertitude commence à chuter, eh bien, on laisse peut-être tomber certaines options qui vont devenir caduques pour finalement en poursuivre une. Donc, déjà, de base, le démarrage sera différent. Et pour la suite, donc, effectivement, l'agilisation du portefeuille, donc, du coup, en termes stratégiques, on peut avoir des thèmes stratégiques. Admettons, on veut digitaliser les parcours clients de l'entreprise. Il va y avoir différentes formes, en fait, différentes applications de cette digitalisation. Donc, comment on les priorise? Donc, là aussi, ça fera partie, en fait, de la stratégie et de la gouvernance des projets. Donc, on va essayer effectivement de prioriser, de les financer, comme je l'ai dit, de façon agile et non pas d'allouer un budget fixe, finalement, une CAPEX par projet, mais plutôt avec des groupements de projets et puis suivre l'implémentation également de façon agile. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu précisément à cette question, mais je pense que ce sont quand même des différences majeures qui intègrent finalement une nécessaire transformation agile si on veut pouvoir la mener à bien.
Merci, Sylviane, ça me paraissait très clair en tout cas pour ma part. Alors, autre question sur le budget. Il y a eu plusieurs questions à vrai dire. Donc, comment adresser le budget aux manières donc du délivré agile, d'un portefeuille de projet au travers des pratiques Lean Agile et donc ajourner aussi d'une deuxième partie de question, comment le faire donc quand toutes les structures d'une organisation ne sont pas tous agiles. Oui, d'accord. Donc, deux questions. On va commencer par la première concernant les budgets. Dans l'agilité, en fait, on n'investit pas forcément énormément au départ, puisqu'en fait, l'idée, c'est de mettre rapidement en fait une solution sur le marché qu'on va appeler un MVP, donc Minimum Viable Product. Donc, pour tester en fait si finalement ce produit est vraiment marketable et puis finalement nous permet d'escompter les revenus, les flux de revenus en fait dont on a besoin, enfin, voilà, qu'on espère. Donc ce minimum viable product, on va l'organiser avec un budget frugal. Donc on va être vraiment sur des principes on fait vraiment simple, donc simple mais solide par contre et de qualité. Donc c'est pas de la sous-qualité, au contraire, parce que ce MVP, donc le plus petit produit en fait qui va représenter notre idée, il va être développé s'il fonctionne en fait. On va le faire évoluer sur différentes releases. Donc du coup, les budgets ils vont être effectivement, et c'est pour ça qu'on a besoin de flexibilité budgétaire, c'est que s'il y a un produit qui marche bien, on va le faire évoluer, donc on va mettre plus dessus, on va dire, hein, pour pouvoir le faire grandir. Donc ça, c'est plus dans cette optique-là. Le meilleur exemple, c'est pour comprendre cette notion de MVP, de choses finalement très simples, ce sont les applications sur nos téléphones. Hein. Lorsque vous avez une bonne idée d'application on va mettre sur un store, donc Android ou iOS par exemple, et puis on va regarder si ça plaît, si c'est téléchargé, l'application est installée parce qu'elle est innovante. Et si ça a pris, eh bien là, on va capitaliser, c'est-à-dire qu'on va évidemment investir davantage pour faire grandir l'application en utilisant le feedback client, donc les commentaires, etc. Et là, cette stratégie Time to Market, elle permet d'avoir capturé les parts de marché, puisque les gens ont installé l'application avant le reste du marché, enfin avant la concurrence. Et puis, donc, on va effectivement satisfaire et continuer de satisfaire en fait ces utilisateurs en leur proposant des nouvelles releases. Donc, du coup, on a capturé des parts de marché et on fidélise. Rarement, on va désinstaller l'application si finalement, même s'il y a un concurrent qui fait à peu près la même chose, on a satisfaction avec des updates. Et c'est pour ça qu'on a des updates tous les jours sur nos téléphones. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, ce besoin, en fait, de flexibilité budgétaire, mais petite, en tout cas un investissement relativement modeste pour tester, en fait, finalement, la rentabilité du produit. Et donc, alors bon, ça c'était pour la première question. Sur la deuxième, du coup, Aurélien, si tu peux me redire, du coup, je crois que c'était… Oui, parce que oui, sur le budget, donc comment introduire donc pardon l'aspect financier dans le time to market, oui, on va l'avoir plus ou moins adressé, et comment faire que je retrouve la question. Donc pour la comparer sur l'approche stratégique legacy classique de l'exercice financier. Donc le contraste par rapport finalement à la culture traditionnelle. Voilà. Bon, alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, donc en culture traditionnelle, c'est vrai qu'on va être plus sur… du coup, on a une CAPEX, en fait, pour un produit, on va mener à bien, et puis l'année suivante, on va essayer de voir s'il y a des ajustements budgétaires, mais ça prend beaucoup plus de temps, finalement, pour réagir et mettre en place un dispositif financier qui va sourcer, en fait, le projet qui en a besoin. Donc, je ne sais pas si je pense que j'ai perdu un petit bout de la question en route, mais voilà. Donc, Aurélien, si tu peux… Oui, il reste beaucoup de questions. En tous les cas, on va malheureusement pas pouvoir en prendre davantage.
Mais comme le signalait Iman, ma collègue, au début de conférence, on prendra le soin de recueillir l'ensemble des questions pour que vous puissiez y répondre a posteriori. Du coup, je laisse la place à Iman pour procéder à la clôture de la conférence et je vous remercie, Sylvie Jeanne, beaucoup pour vos réponses aux questions des participants. Merci à vous. Merci. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, je rends la parole. Merci à vous, Sylvie-Jeanne et Aurélien. À présent, nous vous présentons l'équipe des volontaires qui ont co-construit le programme intégré de ce soir et qui en ont facilité l'animation. Les webinaires constituent une partie du programme de PMI France. Nous organisons aussi des conférences live et nous participons à des projets captivants que nous nous ferions un plaisir de vous faire découvrir dans l'hypothèse où vous décidiez de devenir volontaire. Vous pouvez exprimer votre intérêt pour notre association dans l'enquête qui va suivre. L'événement d'aujourd'hui confère un PDU dans la catégorie stratégie pour les certifiés PMI. Nous vous remercions de rester en ligne et de bien vouloir répondre à notre enquête de satisfaction. Alors Sylvie Jeanne, merci de bien vouloir faire passer à la slide qui suit. Merci à vous. Vous allez donc recevoir en suivant un email contenant le code PDU et le lien du replay. Merci à tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.